J'aimerais m'entretenir brièvement avec vous, Jean Bricmont, d'un fait qui s'est passé récemment en Belgique, où la presse s'est déchaînée contre une personnalité publique en l'accusant de négationnisme et d'antisémitisme. Son nom, Monsieur Thierry Van der Plas. Vous qui avez suivi cette affaire, pouvez-vous nous dire ce qui s'est réellement passé? Oui, donc merci de me poser la question. Bon, Monsieur Van der Plas est un échevin dans une commune périphérique de Bruxelles, échevin en responsable des sports, et comment dirais-je, il m'a invité dans sa, donc en traduisant en français, ça veut dire qu'il est adjoint au maire, si je ne me trompe, dans une municipalité périphérique à Bruxelles, Krainem. Et il m'a invité à faire une conférence dans la salle, dans une salle de la municipalité, on va dire, je vais parler en termes français, le 15 octobre à propos de mon livre La République des censeurs. La conférence s'est très bien passée, il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu de protestation, il n'y a pas eu de gens choqués, etc. Et j'étais à côté d'un résistant de la Deuxième Guerre mondiale, donc quelqu'un d'assez âgé, qui partageait mon point de vue sur la loi Guesso et des choses de ce type-là. Un peu après, le 27 octobre, on découvre dans la presse que ce monsieur Van der Plas a tenu il y a un an, je tiens à préciser, en septembre 2013, il y a plus d'un an, des propos négationnistes dans un message privé, et j'insiste beaucoup sur le mot privé, sur Facebook. Donc il a fait un échange, en fait avec une inconnue en plus, ce qui me paraît bizarre, ça me paraît bizarre qu'il ait vraiment tenu des propos négationnistes dans ce cadre-là, mais il est accusé d'avoir tenu de tels propos. Moi, je n'étais pas là, j'ai pas regardé, je savais pas qu'il y avait ce message, etc. Mais ce qui m'intéresse et qui est significatif, c'est que c'était un message privé à quelqu'un qui, évidemment, a été soi-disant choqué et a rapporté l'incident à la Ligue belge contre l'antisémitisme, laquelle a averti le parti dans lequel se trouvait M. Van der Plas, a averti la presse. Et ce qui s'est passé, c'est que le parti, donc qui est le Centre démocrate humaniste, qui est l'ancien parti démocrate chrétien, on va dire, l'a immédiatement exclu sans l'entendre, que maintenant on demande qu'il démissionne de toutes ses fonctions échevinales, donc toutes ses fonctions dans la municipalité, qu'il soit exclu, enfin de tout. Il a été traîné dans la boue dans les médias, ça a fait la une du soir par exemple, ça s'est retrouvé dans tous les journaux, il a été interviewé par toutes les télévisions, donc ça a été un immense événement. Et pour moi, c'est très important de souligner que c'est un non-événement. Bon, il se défend d'être négationniste, il dit qu'il n'a pas voulu dire ce qu'il a dit, etc., etc. Mais ce qui est significatif pour moi, et c'est ça l'important, c'est que c'était un message privé. Alors la personne qui a reçu ce message a le droit d'être choquée, elle a le droit d'en parler à la Ligue belge contre l'antisémitisme. Et ce qui est significatif, c'est la caisse de résonance que les médias offrent à ce genre de non-événement. Parce que moi, je vous l'ai dit, j'ai reçu un message disant que des salauds dans mon genre méritaient une balle dans la tête sans jugement, donc des menaces de mort, et je ne me vois pas aller alerter la presse pour dire, vous savez, on me menace de mort à cause de mes positions sur la liberté d'expression. Ça ne les intéresse pas, et c'est assez normal que ça ne les intéresse pas. Mais ce qui est intéressant, c'est justement, et c'est ça ce qui révèle le caractère sacro-saint de cette histoire de l'Holocauste, de tout ce qui touche à l'Holocauste, etc., c'est que toute la presse est mobilisée là-dessus. S'il avait dit Jésus n'a pas existé, je crois que son parti, même s'il était anciennement chrétien, n'aurait pas bougé. C'est ça ce qui est un peu comique, c'est-à-dire que ce qui est devenu sacré dans notre société, qui est lié, alors on va y venir à l'idéologie des droits de l'homme, à l'idéologie de l'ingérence, etc., c'est cette histoire de l'Holocauste qui fait que s'il touche à cela, même dans un mail privé, le ciel lui tombe sur la tête. Et moi j'insiste sur le fait que si on veut parler de démocratie, alors le fait de faire une séparation entre les propos privés et publics est essentiel. Parce que tout le monde, absolument tout le monde, sait très bien qu'un jour ou l'autre, dans un message, dans une conversation dans un café, les gens ont, entre guillemets, déconné, ils ont été trop loin, ils ont dit des trucs antisémites, racistes, sexistes, homophobes, peut-être au 2e degré, au 3e degré, je ne sais pas. Mais si on commence à ressortir, ou ils ont dit des choses sur leurs collègues qu'on n'a pas envie de répéter, etc., ou leur supérieur hiérarchique, ou leurs professeurs, etc., et donc, si on commence à ressortir ce que les gens ont dit en privé, c'est la guerre civile, c'est la fin de tout. Et d'une certaine façon, ce qui était caractéristique des sociétés dites totalitaires, c'était qu'effectivement, même les propos privés n'étaient pas garantis. On nous dit qu'on est dans une démocratie, mais il est évident que toutes les décisions importantes sont prises à l'Union européenne, elles sont prises à l'OTAN, elles sont prises
dans des institutions non élues. Les débats dans la presse, ils sont très très limités. C'est très difficile d'avoir un débat sur des questions importantes. Donc, vous pouvez parler du mariage homosexuel et des choses comme ça, mais on peut pas aller au-delà, parler des grandes orientations économiques, de l'indépendance nationale, de l'attitude par rapport aux États-Unis, des guerres, etc. C'est très difficile d'avoir des débats là-dessus. Et donc, la seule chose qui reste aux citoyens qui fait une différence avec la dictature, c'est qu'on peut encore aller dans son coin, dire ce qu'on veut dans son coin, dire ce qu'on veut dans un café ou dans un mail privé, etc. Mais si même cela saute, et si même cela n'est plus garanti simplement qu'il dit ce qu'il veut sur un message privé et que ça ne doit pas lui faire du tort, alors on est dans le totalitarisme. On ne l'est pas sur tous les sujets, mais sur ce sujet-là, bien. Alors, tout ce que vous venez de nous dire, de nous résumer, Jean Bricmont, semble révélateur d'un climat assez inquiétant, d'une sorte, oui, de macartisme manifestement instauré par des partisans de la censure. Bien sûr, c'est ça tout le problème. Comment percevez-vous cette situation, vous pour qui la liberté d'expression est si importante? C'est-à-dire la liberté d'expression est importante parce que, en tout cas dans le cadre privé, c'est la dernière chose qui nous reste, comme je dis. Mais je vais essayer d'analyser ça plus généralement. Je pense qu'il faut comprendre comment fonctionne l'idéologie dominante et pour ça je vais comparer avec la guerre froide. Pendant la guerre froide, ce qui dominait c'était l'anticommunisme. Alors, par exemple, il y a toutes sortes de choses qui n'avaient pas strictement à voir avec le conflit entre communisme et capitalisme, mais qui étaient rattachées. Par exemple, des gens pouvaient être des chrétiens de gauche, des pacifistes, des socialistes un peu radicaux, des nationalistes dans le tiers-monde, etc. Et ils étaient immédiatement assimilés au communisme. Par exemple, quand Mossadegh, qui était un conservateur iranien, a voulu nationaliser le pétrole iranien, il a été renversé par la CIA, justification anticommunisme, mais il n'était pas communiste. Arbenz au Guatemala, il était dans un conflit avec l'United Fruit Company, même chose, renversé par la CIA, anticommunisme, mais il n'était pas communiste, etc., etc. Allende, on peut multiplier les exemples, Lumumba, etc. Aucun de ces personnages n'était à stricto sensu communiste. Bon. Et c'était la même chose, c'est même passé dans les pays occidentaux où les gens étaient diabolisés, les chrétiens, de radicaux, etc. Bon. Donc, moi j'ai connu ça quand j'étais jeune, et donc, c'était le climat de la guerre froide. Et alors, évidemment, pendant la guerre froide, on justifiait, si vous voulez, des régimes comme Franco, l'Afrique du Sud, etc., l'apartheid en Afrique du Sud, aussi au nom de l'anticommunisme. Avec l'affaiblissement du communisme et puis sa disparition, on a changé de récit. Et donc, on a maintenant, c'est la guerre à la terreur, c'est la guerre à l'islamisme, etc., etc., et c'est ça ce qui domine. Alors, évidemment, les amalgames se font de nouveau avec des gens qui n'ont rien à voir avec l'islamisme, exactement comme avant rien avec le communisme, c'est-à-dire que les amalgames se font avec, évidemment, les musulmans, beaucoup de musulmans sont pris dans cet amalgame, mais alors tout ce qui est antisémite, puisque les islamistes sont supposés être anti-israéliens, donc antisémites, etc. C'est pas tout à fait vrai, c'est beaucoup plus compliqué, mais bon, l'idéologie ne s'encombre pas de subtilité, et comme l'antisémitisme c'est l'extrême droite, il y a aussi toute l'agitation sur l'extrême droite, etc. Et puis, comme l'idéologie dominante maintenant justifie le système au nom des droits de l'homme, alors les droits de l'homme sont interprétés comme hostilité à l'État-nation, construction européenne, alignement sur l'OTAN, etc., etc., guerre humanitaire, et donc on a fait une soupe avec c'est une espèce de soupe exactement comme avant, où des choses, bon, je vois pas en quoi, par exemple, refuser l'euro, c'est violer les droits de l'homme, mais des gens qui critiquent l'euro comme Jacques Sapir sont traités d'extrême droite par Moscovici, etc. Mais Mélenchon a parlé de maréchalisme, donc de pétainisme pour les gens qui voulaient sortir de l'euro, etc. Et donc, il y a une espèce de soupe idéologique qui se fait, et qui a pour résultat que, comme dans la guerre froide, vous avez toutes sortes d'amalgames, etc. Ce qui fait que moi, je me trouve dans une situation un peu comique, que la défense de la liberté d'expression est vue comme d'extrême droite systématiquement. Je suis, oui, antisémite, extrême droite, etc. À cause de la liberté d'expression. Mais il faut quand même m'expliquer en quoi Hitler, Mussolini, Pétain, Salazar et Franco étaient pour la liberté d'expression. Ils l'étaient évidemment pour les opinions qui étaient les leurs, mais pas pour les opinions avec lesquelles ils étaient en désaccord. Donc, c'est totalement surréaliste d'utiliser ça pour stigmatiser les gens, mais ça rentre dans la soupe. Ça rentre dans la soupe parce que l'idéologie des droits de l'homme veut aussi que l'on empêche l'expression d'opinions nauséabondes, même si l'article 19 de la Déclaration universelle garantit la liberté d'expression. Il y a une contradiction complète parce que les idéologies ne sont pas des discours cohérents, ne sont pas des discours scientifiques, sont des discours de représentation, de représentation illusoire du monde. Alors on est embarqué, alors c'est la même chose avec la Russie, on est embarqué, bon, maintenant c'est les droits de l'homme qui font qu'on doit s'allier avec des espèces
de gens, une extrême droite en Ukraine, etc., qu'on s'allie avec des djihadistes qui égorgent les gens en Syrie, etc. Il y a toutes sortes de... Mais c'est vraiment la soupe idéologique dans laquelle on est tombé. Et alors, effectivement, je trouve ça significatif, justement, cet arc réflexe qui fait que si le type a juste dit une phrase sur Facebook qui est privée et qui c'est pas un post sur Facebook, c'est un message privé à quelqu'un, et qu'il dit que c'est pas ce qu'il a voulu dire, il est quand même pris dans la tempête, etc. C'est évidemment pas quelque chose de très significatif, sauf pour lui, bien sûr, à l'échelle mondiale, ça je suis d'accord, mais c'est symptomatique d'un climat idéologique carrément fanatique, si on veut, où effectivement, alors qu'il nous emmène à des choses plus importantes, comme l'hystérie anti-russe, anti-syrienne, anti-iranienne, etc., mais qui fait partie de ce même discours idéologique qu'on a fait, comme j'ai dit, une soupe, un mélange, avec islamisme, terrorisme, islam, extrême droite, antisémitisme, droits de l'homme, construction européenne, etc., où il y a, comme ça, exactement comme pendant la guerre froide, l'apartheid, Franco, tout ça c'était bien, l'Église catholique c'était bien, tout ça au nom de l'anticommunisme, Mossadegh c'était mal, Arbenz c'était mal, etc. Et maintenant c'est l'amalgame, cette tactique d'amalgame, on dit qu'elle est stalinienne, mais elle est surtout faite par des gens qui sont anti-staliniens. Oui. Donc c'est un peu comme ça que je vois les choses. C'est pour ça que je vois que cet incident qui effectivement est microscopique si on veut, qui n'intéresse que ses victimes, est significatif d'un climat idéologique tout à fait pervers. Mais ce qui est très grave est que la presse, elle prête le flanc à ceux qui, dans ce cas par exemple, n'était qu'une manipulation de la part d'une organisation qui avait des comptes à régler avec telle ou telle personne. Oui, évidemment, en plus, la presse a dit que l'affaire est remontée à la surface suite à ma conférence, ce qui évidemment ne va encourager personne à m'inviter à parler, parce qu'évidemment, si quelqu'un m'invite à parler, qui lui dit qu'il n'a pas, je sais pas, une relation privée, qu'il n'a pas envie de faire connaître, ou qui n'a pas tenu des propos politiquement incorrects sur Facebook il y a un an en plaisantant avec quelqu'un, je veux dire, si on peut ressortir ce genre de truc-là pour embêter les gens qui m'invitent, il n'y a pas grand monde qui va m'inviter, je me fais pas beaucoup d'illusions là-dessus. Et donc, je trouve que c'est assez, comment dirais-je, c'est assez impressionnant. Mais ce qui est impressionnant, effectivement, c'est que cette organisation a l'oreille des médias, et tous les médias sont au diapason, et tous les médias considèrent que c'est une affaire importante, et si, il y a un média flamand qui a réagi différemment, mais les médias francophones, je n'en connais aucun qui a dit, mais enfin, c'est un mail privé, qu'on lui fout la paix, quoi, pour un mail privé, il peut dire ce qu'il veut dans un mail privé. Parce qu'en plus, on fait comme si ça révélait que le type est nazi, etc. Mais il est conseiller adjoint au maire en charge des sports. Je veux dire, en quoi est-ce qu'il a un rôle politique? Dans une commune, dans une municipalité, il n'est pas à la tête du parti. Il est dans un parti centriste. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le pouvoir dans ce parti, le rendre fasciste, etc. Alors qu'il a été mis à la porte sans même être entendu. Je veux dire, c'est du délire. Ce type n'a pas de projet politique monstrueux, dangereux, néo-nazi ou je sais pas quoi. Sinon, il serait pas dans ce parti. Et donc, je veux dire, je veux pas savoir. Bon, lui dit qu'on a mal compris ses propos, etc. Moi, je veux pas rentrer dans cette discussion. Je veux bien le croire. D'ailleurs, je crois que s'il a tenu des propos pareils avec une inconnue, c'est probablement qu'il n'était pas réellement négationniste. Mais à la limite, je m'en fiche. Pour moi, ce qui est important, c'est que c'est privé. Et quand on commence à dire aux gens, attention, ce que vous avez dit sur Facebook il y a un an, ça on va vous le ressortir si vous faites quelque chose qui nous plaît pas. Alors, moi, je n'hésite pas à dire qu'on est dans une forme de totalitarisme mou, dans le sens qu'on se contente, entre guillemets, de détruire la carrière des gens, leur réputation, etc., au lieu de les envoyer en prison. Ça, c'est vrai, mais c'est quand même une forme de totalitarisme parce que ça touche tous les aspects de la vie privée des gens. Et c'est ça ce qui est monstrueux. Et donc, je dis, ce n'est possible que parce qu'on est dans ce climat, ah mon Dieu, il a contesté, il a dit quelque chose sur l'Holocauste, ah mon Dieu, c'est Hitler qui reviendra, alors qu'évidemment, il n'y a pas d'Hitler qui revient, il n'y a pas d'Hitler qui est là, il n'est ni ici, ni là, ni en Syrie, ni en Russie, ni nulle part, il n'y a pas d'Hitler, c'est tout. Mais comme on a décidé de voir des nouveaux Hitler partout, Poutine, Assad, etc., on voit aussi des nouveaux Hitler chez nous. Et donc, ça fait partie d'un mécanisme idéologique, une représentation fausse du monde, mais qui est très dangereuse, parce qu'évidemment, quand il s'agit de conflits entre nations, alors là, on risque évidemment, on est au bord de conflits majeurs, on prend des sanctions, on fait des politiques complètement absurdes et contre-productives pour l'Europe, mais qu'on accepte à cause de cette idéologie. Donc, Monsieur Van der Pla n'a rien fait d'illégal et voilà qu'on a détruit sa carrière. Il n'est même pas poursuivi, parce que tant que ce sont des propos privés, ça ne tombe pas sous le coup des lois anti-négationnistes, parce que ces lois s'appliquent quand même au délit de presse, c'est-à-dire au truc public.
Et tant que c'est un truc privé, il ne peut pas être poursuivi. Donc, il n'est pas, enfin, je pense qu'il ne peut pas être poursuivi, il n'est pas poursuivi. Mais seulement, il suffit que ces associations antiracistes signalent le cas à son parti, à la presse, etc., pour que ça fasse tout un foin. Alors évidemment, je ne sais pas s'il est détruit, j'espère qu'il va s'en sortir, mais je veux dire, il est sérieusement attaqué, et c'est pas agréable d'avoir votre place, votre tête, votre photo en première page des journaux où il est marqué les Juifs, enfin, le conseiller au maire, négationniste, Akrainem, etc., etc., et d'avoir toutes les TV, toutes les radios qui vous contactent, c'est pas pour ce genre de truc-là, pour vous exiger que vous vous expliquiez sur un mail privé. Ça ne va pas. Mais récemment, vous avez été mis en cause par Monsieur Schneiderman. Maintenant, là, il vous touche indirectement. On comprend bien qu'il y a des opérations qui sont destinées à vous isoler. Comment est-ce que vous supportez ce genre de pression? Bon, moi, je le supporte très bien, évidemment. Moi, je m'en fiche complètement, mais personnellement, mais évidemment, je ne suis pas révisionniste ou négationniste. Simplement, j'ai défendu les positions sur la liberté d'expression pour des raisons que j'ai expliquées longuement, plusieurs fois, remontant à l'histoire de Chomsky, à l'époque de l'affaire Forisson, etc., etc. Donc, j'ai expliqué ça de nombreuses fois. Je pense que ces lois sont extrêmement contre-productives, qu'elles créent des dissensions, qu'elles créent des conflits avec une partie de la population, surtout d'origine musulmane, que l'exploitation de l'Holocauste politique, l'exploitation politique est tout à fait scandaleuse, que ce soit pour justifier les guerres humanitaires ou pour soutenir Israël, etc. Donc c'est un conflit idéologique que j'ai depuis longtemps. Maintenant, si les gens veulent déformer ma position, ils veulent m'isoler, ils veulent m'insulter, ben ça, libre à eux de le faire. Moi, je peux pas les empêcher de le faire, mais ça ne m'affecte pas dans le sens où, grâce à des gens comme vous, je peux encore m'exprimer en vidéo, et puis je dis aux gens, voilà, lisez ce que j'ai écrit, écoutez ce que je dis, et puis jugez vous-même, par vous-même, ne faites pas confiance à ce qui est dit, et puis après, qui vivra verra, quoi. C'est très bien, Jean-Bric Mon. En tout cas, ce sont des affaires qui ne sont pas simples à éclairer. Et il me semble que là, vous nous avez donné tous les éléments, vous nous avez donné les clés pour comprendre. Je vous remercie infiniment. Ben, je pense que, si je peux encore dire un mot, je pense que le macartisme a été combattu, par exemple, aux États-Unis, quand justement un suffisamment grand nombre de gens osaient dire non. Et donc, évidemment, ça fonctionnait aussi par la terreur, parce que si vous défendiez une victime du macartisme, je suis en train d'écrire un livre en partie sur un physicien qui a été victime du macartisme, on voit très bien comment ça fonctionne. Il y avait des gens qui étaient victimes, plus personne n'osait les défendre, ils ne trouvaient pas d'emploi, etc., etc. Dans l'ensemble des États-Unis, même des gens très brillants ont eu leur carrière cassée à cause du macartisme. Et ça n'a changé qu'à partir du moment où un nombre suffisamment grand de gens ont dit non, on n'est plus intimidé, y compris évidemment des gens dans le cercle du pouvoir. Mais ici, c'est ça le problème, c'est qu'il faut un nombre de citoyens qui disent non, on n'est pas intimidé, on écoute qui on veut, on parle à qui on veut, on lit ce qu'on veut, etc. Fichez-nous la paix. Et c'est ça ce qu'il faut dire. Le jour où on sera assez nombreux à dire ça, ce sera fini, comme tous les autres terrorismes intellectuels dans l'histoire. Je vous remercie, Jean-Bric Mon. Merci beaucoup, Sylvia Catherine.